Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, l'inflation en Allemagne et l'emploi dans le secteur privé aux États-Unis. Ce sont les deux variables économiques clés qui seront publiées aujourd'hui pour les investisseurs. On attend une inflation allemande qui risque encore de surprendre à la hausse pour le mois de mars. Le chiffre sera publié en début d'après-midi, mais on a déjà des estimations venant de quelques lenders allemands qui montrent que le risque sur l'inflation est toujours à la hausse. Une inflation allemande qui approchera peut-être les 7% sur un an au global. On a eu des chiffres d'inflation spectaculaires également en Espagne pour le mois de mars, avec là une inflation totale qui avoisine désormais les 10%. 9,8% pour l'inflation espagnole au mois de mars sur un an, selon les données harmonisées qui ont été publiées ce matin. Ça reste donc le sujet principal pour les investisseurs, avec également la question de l'emploi aux États-Unis. Est-ce que le marché du travail américain reste suffisamment solide à ce stade pour continuer d'espérer un rythme de croissance décent aux États-Unis cette année? C'est une question importante pour les investisseurs à ce stade, et nous aurons les résultats de l'enquête ADP qui mesure les créations d'emplois dans le secteur privé pour le mois de mars, qui sera publié en début d'après-midi également aux États-Unis. On attend un chiffre autour de 450 000 créations d'emplois dans le secteur privé sur le mois écoulé. Dans ce contexte, nous évoquerons le sujet de la correction obligataire, un mouvement de correction d'ampleur historique depuis les points hauts du marché obligataire, marqué il y a un peu plus d'1 an maintenant, avec en plus un phénomène d'aplatissement de la courbe des taux aux États-Unis. On décryptera ce phénomène dans quelques instants avec nos invités, puis nous évoquerons également l'idée d'une stratégie d'investissement dans le contexte actuel, alors que les indices actions majeurs ont récupéré toutes les pertes qu'ils avaient subies depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine et de la crise russe. Le CAC 40, revenu à 6800 points hier, a effacé donc un peu plus d'1 mois de guerre aujourd'hui. Quelles sont les décisions à prendre ou à ne pas prendre à ce stade? Nous l'évoquerons là aussi pendant cette demi-heure d'émission. Mais d'abord, après l'envolée des marchés actions hier en Europe notamment, une pause s'impose aujourd'hui. Les infos clés du jour à mi-séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen. Le CAC recule, et ce après un gain de 3% hier. Le doute quant aux véritables intentions de Moscou semble atténuer la poussée d'optimisme d'alors. Pour rappel, hier, au sortir de nouveaux pourparlers qualifiés de significatifs par l'Ukraine et la Russie, Moscou a affirmé réduire radicalement son activité militaire en direction de Kiev et Tchernihiv, et de tenter ainsi de parvenir à un cessez-le-feu. Plus tard dans la soirée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé les Ukrainiens à la vigilance, concluant que seuls des résultats concrets sur le terrain permettraient de juger de la bonne foi de Moscou. Un appel à la vigilance cumulé à un scepticisme assumé de la part de Washington, Joe Biden déclarant hier « On verra s'ils tiennent parole » avant d'appeler à maintenir la pression sur la Russie à travers les sanctions. On retient cependant que les quelques avancées à Istanbul ont permis au Dow Jones et au S&P 500 de signer leur 4e hausse d'affilée. Ce matin, les marchés asiatiques ont suivi, à l'exception de Tokyo. L'indice fait les frais du 3e repli consécutif des ventes au détail en février. Sur le marché obligataire, on note une légère accalmie sur les taux américains. La séance d'aujourd'hui devrait aussi se trouver conditionnée par une série de statistiques macroéconomiques en Europe et aux États-Unis. On attend notamment la première estimation de l'inflation en Allemagne pour le mois de mars. Sur le plan des valeurs, pourtant convoitées hier, les banques et les valeurs automobiles sont désormais à la peine. BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale reculent. Même chose pour Renault et Faurecia. Unibail-Rodamco-Westfield avance dans le vert. La foncière commerciale entend réintroduire un dividende durable à compter de l'exercice 2023 et projette de renouer en 2024 avec ses niveaux de performance dans ses activités européennes d'avant la pandémie de coronavirus. Et puis Total Energy progresse sous l'effet de la hausse du baril de Brent. On relève par ailleurs qu'aux États-Unis, la semaine dernière, les stocks hebdomadaires de pétrole ont diminué plus que prévu. Tendance, mon ami, c'est chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart.
Et entamons cette émission avec le sujet des marchés obligataires. Et c'est Julien Tisserand qui est avec nous en plateau, gérant multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour Julien. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, je voulais qu'on prenne quelques minutes pour déjà décrypter le phénomène de correction obligataire, qui est une correction importante, à l'œuvre depuis des mois maintenant, mais qui s'est encore accélérée ces dernières semaines. Si on prend par exemple le marché américain comme référence, Julien, on a donc à la fois un phénomène de remontée des rendements obligataires sur l'ensemble de la courbe, comme on dit, donc du très très court, du 2 ans par exemple, à moyen terme, 3 ans, 5 ans, du plus long terme, 7 ans, 10 ans, et puis du très long terme jusqu'à 30 ans. Tous ces rendements-là remontent, avec en plus un phénomène d'aplatissement de la courbe, voire d'inversion, ce sera une question qu'on se posera, mais on a désormais sur la partie 2 ans, 30 ans américaine, des rendements à peu près équivalents, que ce soit donc pour les taux 2 ans comme pour les taux 30 ans. Qu'est-ce qu'il faut comprendre des facteurs qui sont à l'œuvre dans cette dynamique de correction obligataire et d'aplatissement de la courbe des taux? Et puis on se posera la question de savoir si l'inversion de la courbe des taux américaine est prémonitoire d'une récession à venir. Voilà pour le sujet du jour, Julien. Tout à fait. Donc on a vu effectivement des taux américains, taux européens, taux au niveau global remonter très fortement depuis la fin de l'été dernier. Avec une centaine de BP sur les taux américains 10 ans, on est passé de 1,40 à 2,40, 2,50. Aujourd'hui, ce qui se passe comme phénomène, c'est sur les points très longs de courbe, avec une maturité 30 ans aux États-Unis autour de 2,50. Les investisseurs ont du mal à voir des taux remonter sur ce point de courbe beaucoup plus haut pour le moment, parce qu'il y a cette peur autour de l'inflation, qu'elle fasse dérailler la croissance et que la réaction de la Fed vis-à-vis de l'inflation fasse dérailler la croissance et qu'à long terme, ce point de 2,50% est important. C'est un niveau qui est jugé par la Fed comme le taux neutre aujourd'hui. Alors c'est des estimations. Le taux neutre est le taux auquel la politique de la Fed n'est ni restrictive ni expansive et que c'est un taux qui permet à l'économie d'atteindre sa cible d'inflation autour des 2% sur le long terme. Et les investisseurs cherche à ancrer ce point de courbe et il reste très ancré. On a des phénomènes très forts de demande sur ces points de courbe très longs, de la part des fonds de pension aux États-Unis par exemple, qui ont des ratios qu'on appelle des ratios de funding très positifs depuis 20 ans, avec le montée des marchés actions sur les dernières années, et mécaniquement une demande très forte de protection sur l'obligataire sur les parties longues. Donc ça c'est pour la partie longue. Mais c'est un message déjà très important. C'est-à-dire qu'à long terme, les investisseurs imaginent que 2,50%, c'est le taux sans friction pour l'économie américaine. C'est qu'on peut associer même à l'idée de la croissance potentielle quelque part. C'est ça. Et cette croissance potentielle, finalement, les investisseurs pensent qu'elle n'a pas changé. Exactement. Et qu'on est toujours dans la même séquence que sur les 10 dernières années, avec un taux de long terme qui aura beaucoup de mal à aller beaucoup plus haut. En tout cas, c'est pour l'instant la vision des investisseurs. Sur les parties courtes de courbe et ce mouvement de hausse de taux qu'on a connu, qui est très brutal, très rapide, il est dû au changement radical de pied des banques centrales, notamment de la Fed. Si vous vous souvenez, en septembre dernier, Jérôme Powell était encore dans le camp du transitoire sur l'inflation, en notant tout de même que c'était embêtant que la demande soit aussi forte dans l'économie. Et petit à petit, mois après mois, ce changement et ce pivot qui s'opérait auprès de la Fed, où on attendait peut-être une hausse de taux à 2 hausses de taux cette année, et petit à petit, le marché a pricé ou a anticipé de plus en plus de hausses de taux. Et finalement, c'est les banques centrales qui sont en train de rejoindre le marché. Le marché, depuis un moment, anticipait ces hausses et elles se sont accélérées. On attendait 2 hausses de taux de la Fed plutôt en deuxième moitié d'année, il y a encore 3 mois. Après 4, aujourd'hui c'est 8 hausses de taux de 25 BP. On a 200 BP de hausse de taux sur l'année de la part de la Fed, qui est attendue par le marché et qui est validée par la Fed. Jérôme Powell nous dit aujourd'hui des hausses de 25 BP à chaque meeting de la Fed n'est plus suffisant et 50 BP tout à fait potentiel. Donc c'est ça qui a forcé les parties courtes de courbe à remonter très brutalement, avec une Fed qui veut retrouver de la crédibilité dans sa maîtrise de l'inflation et des anticipations d'inflation. La remontée de la partie courte de la courbe
est allé si vite et si loin qu'on arrive à ce phénomène d'aplatissement total de la courbe, voire d'inversion. Alors après, il faut être un peu geek, regarder ça au jour le jour. Mais je crois qu'on a eu hier, à un point près, une inversion du 2 ans, 10 ans américain, par exemple, Julien. Si le marché pense que la Fed va faire ce que le marché croit que la Fed va faire, d'une certaine manière, c'est-à-dire les 200 points de base attendus cette année, ça va avoir des implications économiques importantes ? Alors, peut-être pour parler de l'inversion de courbe d'abord, pour répondre au premier point, l'inversion de courbe, historiquement, est clairement un facteur qui est assez mauvais pour l'économie. La Fed a fait des études de son côté et les économistes et investisseurs également. Depuis les années 50, il n'y a eu qu'un seul phénomène d'inversion de courbe qui n'a pas précipité une récession. Et en moyenne, en fonction des points de courbe sur lesquels on se situe, que ce soit entre le 5 ans et 30 ans, le 2 ans et le 10 ans, le 3 mois 10 ans, on a des conclusions un peu différentes, mais elles donnent toutes la même direction. C'est en général, le risque récessionniste monte et entre 6 mois et 2 ans, dans la période qui suit, on peut avoir une récession qui se matérialise. Donc ça, c'est clairement... 6 mois, 2 ans, ça laisse oui, c'est ça, une gamme de temporalité assez large, assez vaste. Large, effectivement. La Fed, très récemment, elle pointait du doigt de regarder plutôt le 3 mois, 2 ans. Comme elle n'a que très peu remonté ses taux et les attentes des investisseurs ont très fortement augmenté, ce 3 mois, 2 ans, c'est en fait pontifié. Et ne s'est pas encore aplati. Donc un des signes qu'on va regarder de très près, c'est la vitesse d'aplatissement de ces parties très courtes de courbe pour peut-être signaler la fin du cycle de hausse de taux et voir comment l'économie va réagir à toutes ces hausses de taux. Quand on parle aussi des hausses de taux, peut-être pour un point également mentionné, c'est que la Fed pour l'instant dit vouloir retourner au taux neutre très rapidement et passer en politique restrictive potentiellement après, ce qui voudrait dire un taux directeur au-delà des 2,50, peut-être à 3,50. Et c'est aussi pour ça que les marchés paniquent et ont paniqué ces dernières semaines en anticipant beaucoup plus de hausses de taux. Ça aussi, c'est une évolution du discours de certains membres du FOMC. Il ne faut plus juste être neutre. Tout à fait. Il faudra peut-être être restrictif demain. Exactement. C'est nouveau encore dans le discours. Devant la montée de l'inflation, on attend des chiffres d'inflation, on en a parlé, qui vont aller à 8, peut-être 9% aux États-Unis. En Europe, on voit ce phénomène aussi qui s'accélère. Et les banquiers centraux essayent de rattraper ce phénomène-là et le font de manière assez brutale. Bon, si j'ai pas le nombre de récessions depuis les années 50 qui se sont matérialisées, mais pour reprendre vos chiffres, effectivement, toutes les récessions depuis les années 50 ont été précédées par une inversion de la courbe des taux, sauf une. C'est ça Non, c'est-à-dire qu'on a eu un phénomène d'inversion une seule fois, sans qu'il y ait eu de récession qui se produise derrière. Ok, très très clair. Et toutes les autres inversions de courbe ont été suivies par des récessions 6 mois à 2 ans plus tard. Exactement, c'est ça. En moyenne. Tout à fait. Il y a des différences à noter entre la courbe américaine et la courbe européenne. La courbe européenne reste plus pentue que la courbe américaine. Comment on l'explique, Julien ? Alors, d'abord par la différentielle d'approche de la BCE par rapport à la Fed vis-à-vis de l'inflation. On a une Fed qui, elle, a fait son pivot il y a 6 mois et assez brutalement s'est engagée dans une politique de plus en plus restrictive du point de vue monétaire, ce qui entraîne l'aplatissement. En Europe, ce mouvement de la part de la BCE reste plus timide que la Fed pour plusieurs raisons. Une volonté d'aller pas à pas et d'être assez graduel, avec une peur de fragmenter la transmission monétaire dans la zone euro. On se souvient que quand la BCE est beaucoup moins accommodante, des risques peuvent se matérialiser sur les spreads périphériques, les écarts de rendement entre l'Italie et l'Allemagne par exemple. Pour l'instant, on a eu un écartement de ces rendements, mais rien de dramatique. Mais malgré tout, la BCE reste dans une phase graduelle. On a le conflit russo-ukrainien qui vient rajouter énormément d'incertitudes sur la croissance en Europe, beaucoup plus qu'aux États-Unis, sur l'effet sur l'inflation également en Europe. Et donc la BCE reste prudente et face à l'incertitude veut continuer à normaliser, mais ne veut pas normaliser à tout prix pour l'instant. Ce qui fait que la pente en Europe reste relativement pentue par rapport aux États-Unis, mais sur les parties 5 ans, 30 ans par exemple, elle s'aplatit et elle continue de s'aplatir depuis l'automne.
Une fois qu'on a dit ça, Julien, et en conclusion, en termes de stratégie obligataire, là, qu'est-ce qui vous paraît opportun aujourd'hui chez Edmond Rothschild Asset Management ? Est-ce qu'on décrit de la courbe des taux aux États-Unis ou en Europe appelle déjà des opportunités d'investissement peut-être ? Alors, nous, on veut rester constructif sur la croissance. On pense qu'il y a suffisamment de ressorts pour ne pas entrer en récession cette année, sauf escalade du conflit ukrainien, russo-ukrainien ou d'autres phénomènes externes qu'on ne voit pas encore. On pense que les ménages et les entreprises ont suffisamment de ressorts pour maintenir un flux de croissance et un niveau de croissance suffisamment élevé. On ne veut pas, en revanche, venir contrer le marché sur ces remontées de taux et ces anticipations de remontées de taux. Donc quand on va investir sur les marchés obligataires des taux sans risque, on va privilégier ces parties longues de courbe, être plutôt positionné sur ces parties-là, qui nous semblent, sur un taux neutre à 2,50 aux États-Unis, plutôt bien valorisés, et rester très prudent sur les parties très courtes de courbe. On ne veut pas jouer sur le fait que l'inversion est allée trop loin. On peut aller voir une inversion supplémentaire et on ne peut pas exclure que ça arrive avec une panique sur une inflation beaucoup plus forte qu'attendue. Voilà. Chiffre d'inflation en Allemagne à suivre en début d'après-midi, attendu proche de 7%, ne serait-ce que pour la question de l'inflation en zone euro. Merci beaucoup Julien. Julien Tisserand qui était avec nous en plateau, gérant multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Et poursuivons la discussion de marché sur le terrain action, peut-être de manière immédiate, avec Nicolas Chéron, stratégiste pour Zone Bourse, qui est à nos côtés en plateau. Nicolas, bonjour et bienvenue. Bonjour Grégoire. Oui, dans le sillage de ce qu'on discutait avec Julien, si on prend les indices actions cette fois comme référence, après plus d'un mois de guerre, de déclenchement du conflit en Ukraine, 24 février dernier, on voit que les indices majeurs, les uns après les autres, récupèrent leur niveau d'avant-guerre, voire au-delà. C'était le cas hier pour le CAC 40. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce phénomène qui reste assez impressionnant, hein, même si on est habitué à des marchés qui peuvent regarder à travers, anticiper au-delà, mais dans le contexte actuel, ça reste assez impressionnant. Et troublant. Et troublant. C'est un marché qui est assez complexe, hein, mon cher Grégoire, puisque on se fait un petit peu balader par la géopolitique, ce qui n'avait pas été le cas depuis des années. Ouais. Et je dois vous dire qu'en tant qu'investisseur qui suit la bourse depuis 20 ans, je ne m'étais pas retrouvé devant une telle situation, engendrant aussi une part de psychologie extrêmement importante sur le marché. Et ce que l'on peut constater, ce qui s'est passé là en fait sur un mois, c'est un phénomène où on passe de risque de la fin du monde à non fin du monde. Et on va ensuite, je pense, se poser des questions. En fait, si vous voulez, pour revenir un petit peu en arrière, en début d'année, on avait vécu une année 2020 extraordinaire, des plans de relance, de la croissance, des résultats d'entreprise sur des records historiques, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et on pouvait se douter, on en avait parlé ensemble ici, que 2022 pourrait être un petit peu plus erratique, nuancé et peut-être un petit peu plus neutre. Le Nasdaq avait perdu à peu près 10-15%. Il avait besoin de consolider et de s'ajuster au taux qui allait justement se quantifier très nettement. Les valeurs de croissance non rentables, on l'avait vu, avaient pour la plupart, c'est-à-dire plus de 50% de la cote avait perdu 50% et on arrivait sur des zones intéressantes. Le CAC 40, lui, était autour des 6600, 6800 points. À ce moment-là, guerre en Ukraine, conflit à 1200 km de la frontière française, flux historique de sortie de capitaux en Europe. Les investisseurs prennent peur et nombreux d'entre eux coupent leur position. Et on voit aussi à ce moment-là un flux de vendeurs à découvert, que ce soit sur les indices américains et européens, qui se met en place et qui s'accélère, je dirais, au fur et à mesure que les tensions géopolitiques se sont accélérées jusqu'à ce que l'on se retrouve à moins 20% depuis le début de l'année et qu'on nous dise un week-end que le risque est désormais nucléaire. Et donc ça, c'était la période entre le 24 février et le 7-8 mars, c'est ça, hein, voilà. C'est ça. Dernière semaine de février, on est vraiment dans la notion de peur. Alors, c'est marrant, il y a un nouvel acronyme qui est... Oui, je l'ai vu, je ne le connaissais pas. Oui. Phobie. Alors, ça tombe bien, c'est F-O-B-I, donc Fear of Being Invested. C'est la peur d'être investi,
qui a fait que lorsqu'on s'est retrouvé dans ce creux fin février, la confiance des investisseurs aux États-Unis était sur des plus bas, les opérateurs vendaient leurs titres et en Europe aussi, les opérateurs se disaient n'ayant aucune visibilité, aucune confiance dans les négociations et la géopolitique, je vais sortir. C'est ce que vous disiez, plus d'espoir. C'est ça. Et puis je dirais qu'une fois qu'on a atteint le pic, le paroxysme du pessimisme, qu'on s'est dit, il y a deux solutions. Soit c'est la guerre nucléaire et nos portefeuilles ne vaudront de toute façon plus grand-chose, soit il faut acheter, parce qu'on est potentiellement 20% plus bas, sur certains titres 30, 40% plus bas. Je pense notamment à Société Générale, à un moment qui a perdu 40% en ligne droite. Et les opérateurs se sont dit, est-ce qu'on ne pourrait pas voir le verre à moitié plein ? Et c'est amusant, quand on regarde l'histoire, en fait, on a déjà vu ce genre de phénomène. C'est typique des comportements de marché, des mouvements de marché liés à la psychologie, comme vous dites. Liés à la psychologie, et en l'occurrence, là, à des invasions. En fait, quand on regarde les occurrences des invasions sur les 50 dernières années, Afghanistan, Irak, dans les 3 jours qui suivent l'invasion, on a le point bas, et ensuite le marché remonte. Parce que le marché veut toujours voir l'avenir. Et donc c'est pour ça qu'on vient de reprendre 1000 points, de passer de 5800 à 6800 points, parce que maintenant les opérateurs jouent la fin du conflit, le cessez-le-feu, et on est en train de revenir dans un biais psychologique, le FOMO, le Fear of Missing Out, le fait de manquer le train et de se dire mais si en fait nous venions de faire un point bas majeur de moyen terme et que les marchés repartaient, certains sont moins investis et se disent il faut que j'y retourne. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation ? Parce que, je prends acte du fait que le CAC est revenu à 6008 sur les niveaux qui prévalaient avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. Néanmoins, il y a quand même un risque toujours d'escalade, qu'on n'espère pas. Il y a quand même un arsenal de sanctions massives qui est mis en place, qui ne va pas se dénouer en quelques jours, en quelques semaines ou en quelques mois, et qui va marquer évidemment les entreprises, la croissance, etc. C'est pas une invasion comme les autres, d'une certaine manière. On a beaucoup comparé la Russie au PIB de l'Espagne. C'est pas la même histoire, bien sûr. Donc, à 6800 points, on a intégré qu'il y avait l'espoir d'une fin de conflit. Mais le monde a changé quand même depuis le déclenchement de la guerre. Exactement. Alors, pour moi, il faut séparer 2 profils. Le premier profil, c'est le trader. C'est le trader qui a profité de la chute et qui a suivi l'adage boursier « on achète au son du canon ». Sauf que dans cet adage boursier, il y a une deuxième partie. On vend au son du clairon. Or, hier, quand je vois un CAC 40 à plus 3,5% avec un cessez-le-feu potentiel et des titres comme Renault gagner de plus de 10%... Chaque semaine, on a une séance comme ça à 3-4% de hausse, là, maintenant. J'ai l'impression que on est passé de la peur à l'euphorie. Donc, pour les traders, dont certains je conseille ou je donne des indications, notamment sur les réseaux, je m'étais un peu mouillé, j'avais dit on achète en bas... on vient de prendre 1000 points, et plus on se rapproche d'un cessez-le-feu, plus je pense qu'il convient de prendre des bénéfices, parce que si le marché joue plusieurs fois le son du clairon et la fin, ça veut dire que le potentiel de hausse post-cessez-le-feu pourrait être faible, voire même pire, qu'on pourrait avoir vendre la nouvelle phénomène de celle de nuit. Ah oui, d'accord. À force d'avoir trop anticipé la fin du conflit, le jour où cette fixation du conflit se matérialiserait, vous dites qu'il y aurait un potentiel de hausse qui serait de plus en plus limité. Possiblement, parce que, et là on en vient à notre deuxième catégorie d'investisseurs, on va parler des gérants et des investisseurs de long terme. J'ai l'impression que ces derniers n'ont pas bougé. On s'est fait peur, mais on a tenu les positions de qualité sur le marché parce qu'on y croyait pour l'année 2022. Le marché est remonté, on est plus ou moins revenu à zéro. Et là, on se dit, balle au centre, je botte en touche et j'attends d'avoir un petit peu de visibilité. Sauf que le monde d'aujourd'hui, le CAC à 6800 points d'aujourd'hui, c'est pas du tout le CAC à 6800 points d'il y a un mois. Non. On est dans un monde avec un pétrole désormais qui s'installe malheureusement autour ou au-dessus des $100. Et pas que le pétrole. L'inflation, un blé qui est sur des records historiques et qui va très certainement engendrer de nombreuses famines dans des pays pauvres et notamment dans les pays africains qui dépendent pour certains d'entre eux à 100% du blé ukrainien. On a tous les métaux qui sont montés et qui, même s'ils corrigent, resteront relativement élevés et en plus soutenus par d'autres thématiques de très long terme comme la transition énergétique. Une inflation qui
n'est pas hors de contrôle, mais on parle pour certains centres de recherche d'une inflation qui pourrait tendre vers les 2 chiffres désormais. Bien sûr, aux États-Unis, là on l'a vu quasiment en Espagne. Ouais. On a une confiance du consommateur qui a chuté drastiquement aux États-Unis et également en Europe. On a une consommation qui pourrait se ralentir. On a des taux qui sont en train de se tendre aux États-Unis, un pouvoir d'achat qui est en train de baisser, donc un marché immobilier qui pourrait partir de cela. Et tout ça redistribue un peu les cartes et change la map macroéconomique qui, mine de rien, en un mois, s'est sacrément détériorée. Sans parler, d'un facteur de très long terme qui est, comme vous le disiez, que ce conflit n'est pas juste un conflit entre l'Ukraine et bien sûr. la Russie, mais peut-être à très long terme d'un début de bipolarisation du monde et des échanges. Ouais. Raison pour laquelle on est très prudent. À 6008 aujourd'hui. Non mais j'entends. Ouais. Autant demain on a un cessez-le-feu, on gagne 2-3% de plus, pourquoi pas. On peut remonter à 7000 points. Mais voilà, on prend désormais des pincettes sur ce marché. Quand on fait le choix d'avoir des actions, quel type d'action là on a envie d'avoir en portefeuille, en tout cas pour les clients que vous conseillez chez Zone Bourse? Nicolas, vous avez vos portefeuilles chez Zone Bourse. Là, qu'est-ce qui a bougé principalement ces derniers jours, ces dernières semaines? Alors, par exemple, je vous donne pour comprendre notre stratégie qui se fixe là sur du moyen terme, il faut regarder aussi un petit peu ce qui se passe sur le court terme. Hier, on nous parle de cessez-le-feu et on voit à ce moment-là les valeurs de la défense qui baissent et les cycliques qui se reprennent. Mais ça, c'est du très court terme. Ce sont des réactions épidermiques. Lorsqu'il y a eu la guerre en Ukraine, un petit peu à contre-cœur, si vous voulez, puisque ce n'est pas notre secteur préféré, on s'est forcé à sortir les valeurs qui avaient une part de PIB importante et des échanges avec la Russie, et on a rentré de la défense. Donc on a rentré Saab, qui est coté à Stockholm, et on a rentré Thales en France. On a fait d'ailleurs un arbitrage, puisqu'on a sorti Technip et rentré Thales, qui nous a permis de surperformer un peu pendant la période et de rester à flot, si je puis dire. Parce que la défense va être pas juste un secteur joué à court terme par les marchés. C'est pas un one-off. Qui va complètement retomber une fois le conflit terminé. On a entendu parler de l'Allemagne qui veut mettre 2% de son PIB dans l'armement. Ça devient du fonds de portefeuille. Enfin, c'en était peut-être déjà, mais on ne le disait pas. C'est ça. Là, vous dites, exactement. Ça devient du fonds de portefeuille qu'on va afficher. Ça devient du fonds de portefeuille qu'on va afficher. Les clients, je pense, vont le concevoir. Et il se pourrait que ce soit un méga trend pour les années à venir dans le cadre d'un réarmement ou d'une augmentation de l'armement de l'ensemble des pays européens. Donc, on va avoir beaucoup de sociétés, espérons-le, que les contrats soient européens et que, justement, ces secteurs profitent. Le deuxième secteur que l'on aime bien, alors c'est tout ce qui est autour de l'énergie, puisque méga trend ici également, l'indépendance énergétique européenne qui est ici en question. Donc il va falloir peut-être appuyer pour continuer de développer les énergies renouvelables sur lesquelles on voulait déjà investir ces dernières années, mais où là ça pourrait s'accélérer franchement. Et puis nous, par exemple, on a choisi Verbio, qui est coté en Allemagne, qui est spécialisé dans les biocarburants. Donc voilà, 2 mégatrends, défense, indépendance énergétique, et ça, on se dit que quoi qu'il se passe avec le conflit dans les séances, les semaines qui viennent, ça restera des thématiques qui seront recherchées. Bien, parce que 2 secteurs qui vont être soutenus par des politiques budgétaires qu'on imagine importantes dans les prochaines... C'est la politique budgétaire plus que la politique monétaire aujourd'hui qui guide les investissements sur les marchés. Exactement. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pour décrypter cette situation de marché qui reste particulièrement complexe. Je reprends votre terme, Nicolas Chéron, qui est avec nous en plateau, stratégiste pour Zone Bourse. Et je le rappelle, Julien Tisserand, qui nous accompagne également, gérant multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management.